Bonjour à tous. Alors, dans cette séance d'aujourd'hui, je vais donner la solution de l'examen de l'épreuve d'algèbre de la session ordinaire de l'année 2019-2020. Alors, je vais faire une première partie où je vais donner la solution des exercices 1, 2 et de l'exercice 6. Donc, on commence par l'exercice numéro 1. Comme vous voyez dans l'énoncé, il s'agit de questions sur les espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels, la dimension, ou plutôt les bases, donner la base de ces sous-espaces vectoriels. Donc, alors, dans la première question, vous voyez ici, U est un ensemble. On dit que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc là, pas la peine de le redémontrer, c'est déjà dit. Par contre, pour V, on vous dit que c'est un sous-ensemble. Et déjà, la lecture, ça vous permet de comprendre ce qu'on veut. On veut vous démontrer que V est un sous-espace vectoriel dans la première question. Ensuite, on va trouver une base dans la deuxième question. Et puis, U étant un sous-espace vectoriel, donc c'est dit dans l'énoncé, on va trouver une base de l'intersection de ces deux sous-espaces vectoriels. Donc, nous allons voir ça dans la solution. J'ai recopié le texte ici, donc on l'a sous les yeux. Vous voyez donc, maintenant pour la question numéro 1, les éléments de V, ce sont les triplés de réels, donc x, y, z, qui vérifient cette condition. Bon, c'est l'équation d'un plan, mais je ne vais pas entrer maintenant dans ces histoires de plans vectoriels, mais je vais faire un commentaire à la fin de l'exercice. Mais on va traiter cet exercice comme s'il s'agit de sous-espaces vectoriels d'une manière générale. Bon, alors, la solution. V est dans R3, c'est dit dans l'énoncé, il n'y a rien à dire, c'est clair. Et puis, il est non vide parce qu'il contient l'élément neutre. Pourquoi il contient l'élément neutre? Parce que 0, 0, 0 vérifie cette équation. Donc, il est dans V. Ensuite, la stabilité de l'addition. Si je prends deux vecteurs, U et V, de grand V, est-ce que leur somme est dans grand V? Bon. U, pour appartenir à grand V, il vérifie cette équation, ses coordonnées vérifient cette équation, et V, parce qu'il appartient à grand V, ses coordonnées également, ou ses composantes, vérifient l'équation. Si on fait la somme, on trouve la somme de ces deux expressions égale à 0 également. Mais on peut modifier cette écriture par les propriétés de l'addition, l'associativité et commutativité, donc on peut l'écrire ainsi. Et donc, il apparaît que cet élément de R3, ses composantes vérifient l'équation d'appartenance à grand V. Et cet élément, c'est quoi? C'est justement la somme U plus V. Ainsi, donc, U plus V, qui est ce triplet donc, de R3, ses composantes vérifient l'équation d'appartenance à grand V et par conséquent, il appartient à V. Alors, même chose si je prends un élément U de V et un lambda, un réel quelconque, parce que U appartient à grand V, on a cette équation. Si on la multiplie par lambda, ça reste nul, mais ça donne lambda x moins 2 lambda y moins lambda z égale 0. Et ça veut dire que ce triplet ici appartient à V parce qu'il vérifie, ses composantes vérifient l'équation. Or, ce triplet, ce n'est autre que la multiplication externe de lambda par U. Ainsi, la multiplication externe est stable aussi dans V, et par conséquent, V est un sous-espace vectoriel. La deuxième question, on a dit qu'on va trouver une base de sous-espace vectoriel, qui est donc un espace vectoriel sur R, ce grand V. Soit U un élément de grand V. Donc, il s'exprime comme ça. Je l'écris verticalement parce que ça m'arrange ici pour faire l'addition ici. Alors donc, je l'écris verticalement, ça n'a aucune importance. Donc, on voit que les composants sont x, y, z.
il appartient à V où X, Y, Z sont des réels. Alors c'est équivalent à la définition d'appartenance à grand V. Ceci égale 0. Or, si ceci égale 0, je peux exprimer Z en fonction de X et Y. Donc je le remplace Z par X moins 2Y. Ainsi, j'ai éliminé la variable Z, donc U s'exprime ainsi, que je peux écrire aussi comme somme de deux vecteurs x0x et y moins 2y. En factorisant le x, donc U est, alors ça c'est un réel que multiplie un vecteur 1, 0, 1, plus un réel y que multiplie le vecteur 0, 1, moins 2. Ainsi, tout élément de V est combinaison linéaire des deux vecteurs, celui-ci que j'appelle W1 et celui-ci que j'appelle W2. Et donc, U appartient à vectoriel de W1, W2, qui, vectoriel, cette notation, ça veut dire l'espace vectoriel, le sous-espace vectoriel de R3 engendré par ce couple W1, W2. Et donc, par équivalence, V est identifié à cet espace qui est donc de dimension inférieure ou égale à 2, il est engendré par deux vecteurs, et on va voir, tout simplement, on ne va pas le démontrer, W1 et W2 forment un système libre, et donc V a pour dimension 2, et ce couple de vecteurs forme une base de grand V. Qu'est-ce qui reste à démontrer? Juste qu'il est libre. Alpha W1 plus bêta W2 égale 0, 0, 0 implique clairement que alpha égale 0 et bêta égale 0. Donc vous avez donc la base. Ainsi, on constate que V est un sous-espace vectoriel de R3 engendré par le couple W1, W2, qui est en même temps une base de V, puisque W1 et W2 sont linéairement indépendants, ce qui veut dire qu'ils sont libres. Et ceci, je vous laisse le vérifier, c'est facile à vérifier. Voilà donc pour la deuxième question. La troisième question, alors cette fois-ci, U donné dans le texte comme un sous-espace vectoriel, et V, on vient de le démontrer que c'est un sous-espace vectoriel, et l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est toujours un sous-espace vectoriel, hein, que ce soit dans R3 ou n'importe quel espace vectoriel. L'intersection, à l'inverse de la réunion qui n'est pas toujours un espace vectoriel, à moins que l'un soit inclus dans l'autre. La réunion n'est pas un sous-espace, vectoriel, mais l'intersection de deux sous-espaces vectoriels l'est toujours. Est un sous-espace vectoriel. Et justement, nous allons démontrer, nous allons trouver sa dimension. Alors maintenant, X appartient à l'intersection, il doit vérifier les deux conditions. La condition d'appartenance à U et la condition d'appartenance à V. Alors là, c'est un système. Donc vous voyez que les solutions vont s'amoindrir. Donc on va éliminer deux variables maintenant, non seulement une. Alors comment on fait? On va soustraire de cette équation l'équation numéro 2. Donc x moins x0, y moins 2y, ça fait 3y, et moins z, 0. Donc moins 3y égale 0, donc y est nul. Et puis y est nul, éliminez-le ici, et vous trouvez x égale z. Voilà, x égale z. Remplacé dans l'écriture, c'est équivalent donc à u égale x 0 parce que y est nul et x pour z parce que z égale à x. Et ceci, c'est x facteur d'un seul vecteur 1, 0, 1. Ainsi, u appartient à l'espace vectoriel. Ici, c'est quoi ça? Ce sont les combinaisons linéaires d'un seul vecteur, ou si vous voulez, les vecteurs proportionnels à ce vecteur que nous avons noté W1 déjà dans la question précédente. Donc, U inter V apparaît, donc par équivalence, que c'est le sous-espace vectoriel engendré par W1. C'est un sous-espace de dimension 1, parce que W1, il est non nul. Donc, ça, il forme, le singleton W1 forme une base de U inter V. Tout vecteur non nul est libre. Il engendre grand V, par cette équivalence que nous avons démontré, et comme il est libre, c'est une base de U inter V. Maintenant, le commentaire ou l'interprétation. Alors, dans cette question, nous avons l'équation d'un plan vectoriel, le voici. Donc, U est un plan vectoriel. C'est un plan vectoriel parce qu'il passe par l'origine. C'est un sous-espace vectoriel de R3, de dimension 2. Et on ne l'a pas démontré, mais vous pouvez faire cet exercice, vous allez trouver également qu'il est de dimension 2. Celui-ci, on vient de le démontrer que c'est un plan vectoriel de dimension 2. Et ils ne sont pas
parallèle. Pourquoi? Parce que le vecteur normal AU, c'est 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1. Et ceci, un vecteur normal, c'est 1, moins 2, moins 1. Ces deux vecteurs sont manifestement non collinéaires, donc les plans ne sont pas parallèles, et par conséquent, ils sont sécants. S'ils sont sécants, leur intersection est une droite. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Qu'est-ce qu'on a trouvé pour U inter V? Proportionnel au vecteur. Ça veut dire que c'est une droite dirigée par le vecteur 1, 0, 0. 1, 0, 0 qui appartient à U et V. Il appartient à V, on vient de le démontrer, et il appartient à U également parce que si vous faites 1, 0, moins 1, 1 plus 0, moins 1 égale 0. Il appartient à U, clairement. Et donc, nous avons voilà cette explication, si vous voulez, de cet exercice. Deux plans qui sont sécants, leur intersection, deux plans vectoriels, leur intersection, c'est une droite. Voilà. Et c'est une droite vectorielle, parce qu'ils sont vectoriels. S'ils sont des plans quelconques, c'est une droite, mais pas forcément une droite vectorielle. Alors maintenant, l'exercice numéro 2. Toujours dans cette histoire de plan, mais maintenant, dans l'exercice, on nous dit que si P1 et P2 sont deux plans, l'angle aigu qu'ils forment entre eux, compris entre 0 et pi sur 2, et l'angle que font leurs vecteurs normaux respectifs. C'est-à-dire N1 est le vecteur normal à P1, un vecteur normal à P1. On ne dit jamais le vecteur, parce qu'il y a plusieurs vecteurs normaux. N1 et tous les vecteurs portés par la même direction, c'est-à-dire alpha N1 sont normaux. Mais donc, on a deux vecteurs normaux, N1 normal à P1 et N2 normal à P2. L'angle que font P1 et P2, c'est l'angle que font les vecteurs N1 et N2. Ça, c'est une définition. Bon. Maintenant, voici l'équation des plans. Vous voyez que c'est un plan qui n'est pas vectoriel ici. 0, 0 n'appartient pas à P1. P2 est vectoriel. On peut démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Déterminer les vecteurs N1 et N2. Alors, N1 et N2, vous prenez ici, vous avez 1, ici 2, et ici 2. C'est ça le vecteur normal. 1, 2, 2. Ici, vous avez 1, 1, 0, Y. Donc, le vecteur sera 1, 1, 0. Voilà la réponse. Aucune démonstration, juste vous constatez, comme on vous a appris ça, vous allez constater donc les coefficients correspondant à x, y, z dans l'ordre 1, 2, 2. Et ici, vous avez 1, 1, 0. Voilà les vecteurs normaux, respectivement à P1 et P2. Dans la deuxième question, l'angle, on a dit que c'est l'angle que font N1 et N2. Or, le cosinus de cet angle, l'angle que font deux vecteurs, son cosinus est donné par cette formule. Produit scalaire entre N1 et N2. Alors, le produit scalaire entre N1 et N2, vous multipliez les composantes x, x', donc ça fait 1, plus 2, donc y, y', 1 plus 2 égale 3. Pour z, z', c'est 0 parce qu'on a un 0 ici. Donc, quel est le produit scalaire? C'est 3. Et maintenant, les normes divisées par les normes. Norme de N1, la racine de la somme des carrés, donc la somme de carrés 1 plus 4, ça fait 9. Voilà, racine de 9. Et pour ce vecteur, la racine des sommes de carrés, racine de 1 plus 1, c'est racine de 2. Vous divisez donc 3 par racine de 9, qui est 3 également, donc ils vont s'éliminer. Il reste 1 sur racine de 2, qui est égal à racine de 2 sur 2. Quel est l'angle aigu dont le cosinus égale racine de 2 sur 2? C'est pi sur 4. Ainsi, la réponse à cette question, c'est pi sur 4. Troisième question. Alors, troisième question, on est toujours dans cet exercice numéro 2. Trouver un vecteur qui est simultanément orthogonal à N1 et N2, ce qui veut dire qui est orthogonal à N1 et à N2 aussi. Alors, on peut traiter cette question de deux manières. On prend un vecteur de composante inconnue x, y, z, on fait un système d'équations et on trouve le résultat. Mais il se peut qu'on trouve plusieurs solutions. Et d'ailleurs, on va les trouver, une infinité de solutions. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc, regardons.
Donc, troisième question, soit U de composante inconnue x, y, z qui est orthogonale à n et n2. Orthogonale, ça veut dire que son produit scalaire avec chaque vecteur n1 et n2 est nul. Donc, avec le vecteur n1, rappelez-vous, n1, c'est composante, c'est 1, 2, 2. Quand je fais le produit scalaire U avec n1, donc je trouve x plus 2y plus 2z. Alors, égal à 0 parce que U et n1 sont orthogonaux. Par conséquent, et pour la deuxième possibilité, donc U orthogonale à n2, les composantes de n2 sont 1, 1, 0, donc je fais le produit scalaire U n2, ça donne x plus y égale 0. Nous avons donc un système d'équations de deux inconnus, de trois inconnus, mais simplement deux équations. Alors, la méthode de résolution, alors je ne vais pas entrer dans la théorie des systèmes, normalement ça doit être fait dans le cours, mais je ne sais pas en quel semestre, mais on a déjà résolu des systèmes comme ça lorsqu'on a traité les espaces vectoriels dans la série numéro 1. Alors on va faire le z, on va le passer de l'autre côté pour être comme un paramètre, et on va résoudre une équation de deux équations, deux inconnues. Et les solutions sont écrites en fonction du paramètre z. Et d'ailleurs, si vous écrivez ce système, il est équivalent à celui-ci, vous faites la différence entre l'équation numéro 1 et numéro 2, vous trouvez y égale moins 2z. Et voilà, y égale moins 2z. D'accord? Et puis x, c'est moins y, donc il sera 2z. Et z est là, un paramètre inconnu. Donc, tous les vecteurs de ce type-là, 2z, moins 2z, z appartenant à 1, z c'est juste une variable qui vous décrit ces vecteurs. Vous pouvez aussi les appeler 2t, moins 2t, t appartenant à R. Si vous avez l'habitude de noter un paramètre par t. Alors ça c'est quoi? C'est une droite vectorielle. Il y a une infinité de solutions. Puisque dans l'exercice on vous demande un vecteur, donnez un vecteur. Alors le vecteur le plus simple qui me paraît dans toutes ces solutions, c'est de prendre z égale 1. U égale 2, moins 2, 1. Voilà. Et s'il faut ajouter un vecteur non nul sinon la solution z égale 0, c'est aussi orthogonal, parce que ce vecteur, si z est nul, le produit scalaire sera, mais un vecteur non nul, c'est prendre z appartenant à R étoile, et vous prenez ce vecteur-là. 2 moins 2. Ce vecteur, c'est un exemple. Alors, on va le faire d'une autre manière. Une autre façon de le faire. Oubliez cette façon. Quand on a deux vecteurs, n1 et n2, qui ne sont pas collinéaires, manifestement, il suffit de vérifier, ils ne sont pas proportionnels. Leur produit vectoriel, il est normal à chacun d'eux. Et ce produit vectoriel, il suffit de le calculer, et vous trouvez ce vecteur. Si vous le calculez, vous trouvez ce vecteur. Qu'est-ce que vous constatez? C'est moins U. U orthogonal aux deux, on l'a déjà vu. Et moins U également. Ça ne change rien. Le signe moins va sortir du produit scalaire, et le produit scalaire reste le même. Moins U, produit scalaire avec N1 sera 0 aussi. Et même chose, moins U produit scalaire avec ce N2 égale 0. Donc voilà une solution, c'est le produit vectoriel. Alors on va voir comment on a trouvé ce produit vectoriel, et on apprendra à calculer le produit vectoriel. On va plutôt se rappeler, parce qu'on a déjà vu dans la série numéro 1 comment on calcule le produit vectoriel. Donc, alors comment je calcule? Je prends les vecteurs n1 et n2 que je mets en colonne dans ce déterminant symbolique, et ici les vecteurs de la base canonique, parce qu'on travaille dans l'espace R3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, si vous connaissez la théorie des déterminants, vous savez qu'est-ce que ça veut dire décomposer par rapport à la troisième colonne. Tout ça, c'est symbolique. Mais moi, je vais vous dire, ce produit vectoriel est un vecteur. Donc, il a ses composantes sur I, J et K. Alors, voilà comment on obtient les composantes sur chaque élément de la base canonique. Premièrement, commençons par I. J'efface la ligne et la colonne où se trouve I, et il me reste quoi? Un déterminant. Je peux l'appeler un déterminant. Regardez ça.
un déterminant. Eh bien, ce déterminant, c'est la composante en fonction de i. Composante correspondant à i. Je l'écris ici. Alors, il y a un plus ici, pas un moins. Pourquoi? Parce qu'il se trouve la première ligne, troisième colonne, 1 plus 3, ça fait 4. Et toujours le signe qui doit être de ici, le signe correspondant à cette position, c'est moins 1 à la puissance, le nombre de la ligne plus le nombre de la colonne. 1 plus 3, moins 1 à la puissance 4. C'est positif, c'est plus, donc plus. Voilà donc la composante. Je répète, j'efface la ligne et la colonne où se trouve i. Il me reste un déterminant. Je lui affecte le signe plus parce que à cette position, on affecte plus. Ici, plus. Moins, plus. Ici sera moins et ici sera plus. Voilà donc. Alors maintenant, revenons en arrière. Qu'est-ce qu'on fait pour j? Également, j'efface la ligne et la colonne où se trouve j. Et il me reste un déterminant, 1, 1, 2, 0. Je l'écris, 1, 1, 2, 0. Et qu'est-ce que je lui affecte comme signe? Alors, on est ici dans la deuxième ligne, troisième colonne, 2 plus 3 égale 5. Moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Donc, négatif. Moins devant ce déterminant. 1, 1, 2, 0. Qui multiplie j. Voilà pour j. Revenons en arrière. Et pour k, j'efface la ligne où se trouve le k et la colonne où se trouve le k. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste ce déterminant. Ce déterminant-là. Que j'écris ici. Il y a toujours cette règle d'alternance. Si, en passant à la position suivante, on trouve moins, eh bien, on passe à la suivante, on trouve plus. Et d'ailleurs, c'est vérifié parce que vous êtes à la position troisième ligne, troisième colonne. Moins 1 à la puissance 3 plus 3. Moins 1 à la puissance 6, c'est plus. Donc, c'est plus affecté ici à cette position. Et le déterminant, ce que l'on trouve en effaçant donc la ligne et la colonne où se trouve le k, voilà le déterminant. Maintenant, vous n'avez plus qu'à calculer. Ce déterminant, c'est 2 fois 0, 0, moins 2. Voilà, moins 2, la composante de i. Pour ce déterminant, 1 fois 0, 0. Moins 2 fois 1, c'est moins 2, mais il y a un signe moins devant, donc ça devient 2 plus 2, plus de j. Et pour ce déterminant, 1 moins 2. La multiplication, les déterminants d'ordre 2, ici, c'est multiplier la première colonne, moins la multiplication de la deuxième colonne. Donc ici, 1 moins 2 égale moins 1. Voilà le vecteur. Si j'écris simplement les composants, c'est moins 2, 2, moins 1. Et ça, c'est ce que nous avons trouvé tout à l'heure, égal à moins u, égal à le moins u que nous avons trouvé dans la réponse à la deuxième question. Moins u. Revenons à notre solution. Voilà ce que nous avons trouvé par le produit vectoriel. Et maintenant, nous passons à l'exercice 6, qui est un exercice sur, comme vous allez voir, sur polynôme, fraction rationnelle, décomposition en éléments simples. Alors, on se donne un polynôme de degré 5. Première question, montrer que 2 est une racine triple de P. Réponse. Alors, pour que 2 soit une racine triple de P, il faut qu'elle annule P et P' et P second. Donc, 3 polynômes, 1, P, sa dérivée et sa dérivée seconde. Et la dérivée troisième doit être non nulle. Si elle est nulle, eh bien 2 sera une racine quadruple ou bien plus. Donc, on veut qu'elle soit triple, donc ceci non nul. Alors, je dois vérifier tout ça. Première chose à vérifier, P de 2 égale 0. Voici P de x. Qu'est-ce que vous devez faire? Remplacer x par 2 et faire du calcul. Calculer. Donc, par exemple, ici, 2 à la puissance 5, c'est 32. 5 fois 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 16. Donc, moins 5 fois 16. Plus 7 fois 2 puissance 3. 2 puissance 3, c'est 8. Plus 7 fois 8. Voilà, plus 7 fois 8. Moins 2 fois 2 au carré. Moins 2 fois 4. Et puis, plus 4 fois 2, moins 8. J'ai vérifié le calcul, ça fait bien 0. La dérivée de ce polynôme, comment se dérive? Vous dérivez chaque monôme ici. Alors, donc,
5x5 se dérive en 5x4, moins 5x4 se dérive en moins 20x3, 7x3 se dérive en 21x au carré, moins 2x2 se dérive en moins 4x, et plus 4x se dérive en 4, et moins 8 se dérive en 0. Voilà le polynôme dérivé. Je remplace 2. Alors, je remplace 2 dans cette écriture. J'aurai 5 fois 2 puissance 4, 5 fois 16. Ensuite, moins 20 fois 8. Et puis, plus 21 fois 4. Et puis, moins 4 fois 2. Et enfin, plus 4. On fait la somme et on trouve 0. La dérivée seconde. Donc, je dérive ce polynôme pour trouver la dérivée seconde. 5x4 se dérive en 20x3. Moins 20x3 se dérive en moins 60x au carré. 21x2 se dérive en 42x. Et moins 4x se dérive en moins 4. Et 4 qui est constant donne une dérivée nulle. Donc, on remplace 2 dans cette expression et on trouve P seconde de 2 en faisant les calculs comme on a fait pour les précédents, on trouve 0. Par contre, si on dérive une troisième fois, alors voilà ce qu'on va trouver. En dérivant le polynôme P seconde de x, on trouve donc 60x2 moins 120x plus 42. Et ceci, si on veut x égale 2, on ne trouve pas 0. On trouve une valeur non nulle. Je ne l'ai pas calculé, mais c'est non nul. Ainsi, 2 est une racine triple de P de x. Là, la question s'arrête là. Deuxième question, factoriser P de x en polynôme premier. Alors, polynôme premier, j'ai dit la dernière fois que le terme irréductible est beaucoup plus utilisé que premier, pour ne pas confondre avec deux polynômes premiers entre eux. J'ai dit deux polynômes premiers s'ils n'ont pas de diviseur en commun qui n'est pas autre que les constantes non nulles. Donc, s'ils n'ont pas de diviseur autre que les constantes non nulles. Voilà. Et donc, pour éviter la confusion, il vaut mieux dire irréductible. Mais premier, on peut le dire aussi. Donc, un polynôme irréductible, je rappelle, c'est un polynôme qui n'a pas de diviseur autre que les constantes et lui-même. Évidemment, et lui-même, et tout ce qui est proportionnel à lui-même. Bon, alors, ce polynôme, étant donné que 2 est une racine triple, alors il est divisible par x-2 à la puissance 3. Puisque x-2 est puisque 2 est une racine triple, il sera divisible par x-2 à la puissance 3. Ceci, on peut le voir lorsqu'on fait pour une fonction d'une manière générale, si elle admet les dérivées jusqu'à de nul, dans sa formule de Taylor apparaît le x-3 au cube facteur d'une fonction g de x. Je répète, si f est une fonction dérivable suffisamment pour pouvoir calculer les dérivées jusqu'à l'ordre 2, si toutes ces dérivées sont nulles, on peut factoriser x-2 à la puissance 3. Alors ici, donc, on peut factoriser, par conséquent, on fait la division euclidienne du polynôme P de x par x-2 à la puissance 3, et on aura une division euclidienne exacte. Effectuons cette division. Voilà la division euclidienne. x-2 puissance 3, je l'ai développé ici, voilà ce que ça donne. Je vais diviser le polynôme P de x qui est là par x-2 puissance 3. Je l'ai développé ici. Alors la division euclidienne, donc on a x5 ici et on a x3. Pour avoir x5, il suffit de multiplier x2 par x3. Mais on ne va pas multiplier que x3, on va multiplier tout ce qui est là. Et le résultat, on va l'écrire en rouge ici. Donc x2 fois x3, x5, moins 6x4, plus 12x3, moins 8x2. Après, j'ai fait la soustraction de l'expression de P de x. Alors x5 moins x5 s'élimine, évidemment, parce qu'on a fait exprès pour qu'il s'élimine. C'est pourquoi on a écrit x2 ici. Alors, qu'est-ce qui va rester alors? Les termes en x4. Moins 5x4. Moins 6x4. Ça fait moins 5x4 plus 6x4, donc c'est x4. Les termes en x3. Les voici. Plus 7x3. Moins 12x3. Ça fait donc moins 5x3. Les termes en x2.
moins 2x2 moins 8x2. Ça fait donc 8x2 moins 2x2 égale 6x2. Les termes en x, il y a 4x, on ne soustrait rien de 4x, donc il tombe ici. Moins 8 également, il n'y a pas de constante ici, donc moins 8 tombe dans cette expression. Et on aura maintenant une autre à effectuer la division. Alors ce terme qui commence par x4, si on veut que la multiplication par le terme ici, par x3 donne x4, il faut mettre x fois x3, ça donne x4. Que j'écris, donc ici le résultat en rouge. Je multiplie tout le monde par x. Alors x fois x3, x4. 6 fois moins x2, moins 6x3. X fois 12x, plus 12x2. X fois moins 8, moins 8x. Et je soustrais de cette ligne. Et voilà ce que je trouve. Alors, le x4 moins x4 s'élimine. Et là, on a les termes en x3. Moins 5x3 plus 6x3. Moins 6x3. Donc, ça fait x3. Les termes en x2. 6x2 moins 12x2. Donc, ça fait moins 6x2. Les termes en x. 4x moins 8x. Donc, ça fait 8x moins 8x. Ça fait 8x plus 4x. 12x. Et moins 8. On ne soustrait rien de moins 8, donc il tombe ici. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Cette expression, c'est exactement ça. Donc je fais 1, je multiplie, je trouve la même chose. Ce polynôme, qui n'est autre que x moins 2 au cube, moins lui-même, égale 0. La division est exacte. Donc, on peut dire que P de x égale x moins 2 au cube, qui est là, fois ce polynôme. C'est ce polynôme que l'on veut trouver. Ce polynôme est un polynôme irréductible, comme on l'a déjà vu. Voilà, revenons à notre expression. Donc, la division euclidienne nous a donné ceci. P de x, on l'a divisé par ça, et le quotient était ça, plus un reste nul, il n'y a pas de reste. Et ce polynôme est irréductible parce qu'il est de degré 2, dans R de x. Il est irréductible parce qu'il est de degré 2, avec un discriminant négatif. Il n'a pas de racine. Voilà. Voilà l'écriture. Et c'est une factorisation en polynôme irréductible, mais avec des puissances, x-2, puissance 3. Maintenant, pour la troisième question, on nous demande de calculer... d'abord, on nous demande dans la troisième d'écrire la décomposition. Écrire la décomposition. C'est-à-dire donner son écriture sans calculer toutefois les composantes qui interviennent. Alors donc, g de x égale 1 sur p de x, voilà p de x. Alors, puisqu'on a ici un facteur irréductible x moins 2, mais à la puissance 3, donc il va prendre 3 éléments simples. Un correspond à la puissance 1, à la puissance 2 et un autre à la puissance 3. Mais tous avec des constantes a, b, c au numérateur, parce qu'il est de degré 1. Donc, des composantes, des constantes A, B, C. Par contre, celui-ci, c'est un polynôme irréductible de degré 2, mais il a la puissance 1. Donc, il prend un élément simple avec au numérateur dx plus e. dx plus e, c'est comme ça que je dois écrire, parce qu'il est de degré 2, le numérateur doit être de degré 1. Et comme il n'a que le degré 1, il prend un élément simple. Si, par exemple, nous avions ici 2, puissance 2, nous aurions rajouté quelque chose du type, je ne sais pas moi, fx plus g sur x2 plus x plus 1 au carré. Heureusement, on n'a que le degré 1, donc voilà la décomposition, son écriture. Alors, et maintenant, dans cette écriture, il y a des constantes que l'on peut calculer. Par exemple, la constante, c'est pourquoi il vous demande de calculer l'élément. La constante, c'est parce que c'est le coefficient qui correspond à cet élément simple. Et comme son nom l'indique, dans ce cas-là, c'est simple de calculer la constante. Il suffit de multiplier g de x par x moins 2 au cube. Donc ici, ça s'élimine. Et avec ces éléments 3 qui restent, ces deux-là plus celui-ci, si on multiplie par x moins 2 au cube et on fait la limite quand x tend vers 2, on trouve un nombre nul. Par contre, pour ceci, on trouve, après multiplication par x moins 2 au cube, on trouve c. Donc ici, on trouve c. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait si on multiplie?
eh bien, si on multiplie par x moins 2 au cube, cet élément disparaît dans le dénominateur. Donc, il ne reste que ça. Je fais x égale 2, je le fais tendre vers x vers 2, donc je trouve 1 sur 2 au carré plus 2 plus 1, c'est-à-dire 4 plus 2 plus 1, 1 sur 7. Voilà, c'est égal à 1 sur 7. J'espère que vous avez saisi cette histoire d'éléments simples. Il m'apparaît que c'est un petit peu compliqué, surtout si on vous demande de calculer d'autres coefficients. C'est possible de calculer tous ces coefficients, oui, mais le calcul sera un petit peu plus compliqué. On va faire des exercices, d'autres exercices là-dessus, que ce soit dans l'examen qui vient ou éventuellement des exercices supplémentaires que je vais vous donner. Alors, merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.